Merci beaucoup, Madame Garandel. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis médecin, je suis anesthésiste réanimateur. J'exerce au CHU de Lille. Et je vais partager avec vous, je continue malheureusement la fonction de directeur médical de crise pour la région Hauts-de-France, des impressions, des sentiments, pas encore de conclusion sur ce qu'on traverse maintenant depuis quelques mois autour de cette crise Covid, puisqu'il faut bien l'appeler une crise. Alors déjà une particularité, c'est que c'est vraiment pas comme d'habitude. On est habitué, alors je vais parler de ce que je connais, je suis un médecin spécialiste des crises sanitaires et un médecin de l'urgence. Donc j'ai été confronté à des situations d'urgence médicale, mais qui sont complexes, mais limitées dans le temps. Il y a un début, il y a une fin. Et on voit un petit peu où on va aller, même si c'est très très compliqué dans les premiers moments. Là, ça a commencé, mais très clairement, et on le vit malheureusement, on ne sait pas bien quand ça va s'arrêter. Et on a été persuadé à plusieurs reprises que ça allait s'arrêter. Mais ça ne s'arrête pas vraiment. Et cette durée dans le temps est en soi un élément particulier de cette crise à laquelle on n'était pas préparé. La durée dans le temps, on n'y était pas préparé. Et c'est probablement quelque chose qu'il nous faudra analyser, bien sûr. Alors ce que je peux vous assurer, c'est que ça a été, et c'est encore pour nous, monde de l'hôpital, monde de la santé, une sacrée prise de tête. On a été obligé de s'adapter. Et l'une des conclusions, c'est probablement, mais ça vous êtes tous des spécialistes de la crise, et vous le savez bien, c'est qu'on ne pouvait pas rester, il ne faut pas rester dans un plan figé. Adaptabilité, agilité, est vraiment essentiel, savoir sortir des plans. Vous voyez, là, vous êtes je serais tenté de dire, dans ma boutique, quoi. Vous êtes au SAMU du Nord, et le SAMU du Nord, c'est un gros SAMU en France. Il y a beaucoup d'activités. Alors chacun ses indicateurs. Nous, on parle de dossiers de régulation médicale, des DRM, ce qui engage l'organisation. Dans mon service, on est les grosses journées. On peut être à 2800, 3000. On est monté à 25 000. Je peux vous assurer qu'on n'est pas dimensionné pour ça. On n'est pas dimensionné pour ça, et ça n'a pas été progressif. Ça a été invraisemblable. Ça a été du jour au lendemain. Et on est là à la fin du mois de février, au début du mois de mars. Alors, il s'est passé des choses impressionnantes, parce qu'il a fallu qu'on s'adapte. D'abord, pour s'adapter, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas compter que sur nous. Et très vite, nous avons fait appel à ce que l'on va appeler, entre guillemets, à des services techniques, à des ingénieurs télécoms. On a travaillé, bien entendu, avec la direction des ressources de l'information de mon centre universitaire, mais également avec tous les autres partenaires. Orange, par exemple, ou SFR, mais bien entendu, les autres partenaires de l'urgence. Et surtout, ce qui nous a impressionnés, c'est cette solidarité. Alors, il nous fallait du monde. Vous voyez, dans un service comme le mien, il y a de temps en temps des étudiants en médecine qui viennent nous aider. Et on leur a dit, écoutez, on va avoir besoin d'un coup de main assez rapidement. Est-ce que vous pouvez nous trouver combien docteurs? Je ne sais pas. Mais un peu de monde quand même, parce que ça ne va pas être simple. Réseaux sociaux, agilité des jeunes, un dynamisme et une réactivité qui m'ont non seulement impressionné, mais ému. Je vous assure que le lendemain, il y en avait 200. Du jour au lendemain, 200. Grosse faculté de médecine, mais 200. Ils sont venus, et on a pu comme ça passer, vous voyez, d'un centre de régulation médicale qui normalement est à 30 postes, à 80. Vous le voyez là à droite, avec d'ailleurs des collègues qui ont bien compris qu'ils n'auraient pas grand-chose à faire. Chirurgien plasticien, le chirurgien ORL, il a compris que ça serait un peu compliqué pour lui dans les semaines qui viennent. Il s'est instantanément présenté avec ses internes et ses chefs de clinique. Voilà un deuxième élément qui m'a impressionné et qui est également un facteur de solidité, qui est la solidarité d'un corps professionnel. Alors, vous voyez ici, voilà, ça, ce sont que des étudiants en médecine, et vous n'êtes pas du tout au SAMU. Vous êtes très clairement dans des salles de cours qu'on a équipées grâce à ces personnels de l'informatique et de l'information qui sont venus nous aider. Alors, vous êtes là dans les Hauts-de-France. Ce que nous avons vécu, nous, dans le Nord, les autres l'ont vécu. Mais d'autres ont été en grande difficulté, comme par exemple le département de l'Oise, le 60. Rappelez-vous, tout a commencé par là. Je ne vais pas vous faire l'aéroport militaire à côté de Beauvais, mais moi j'ai été... En fait, mon histoire avec le Covid a commencé à 22h un mardi soir, où quand le directeur général de l'ARS m'a dit « Patrick, j'ai besoin de toi, on va évacuer le service de réanimation de Creil ». Je dis « Pourquoi? Il y a trop de malades ?» Il m'a dit « Non, il y a plus de soignants ». Donc c'était un cluster à peu près gigantesque, et c'était que le début des affaires.
Donc il a fallu qu'on les aide. Et là, c'est une autre leçon, c'est la notion de territoire. Donc on a absorbé, nous, dans le Nord, les appels médicaux d'urgence de l'Oise. Et aujourd'hui, grande leçon, ces systèmes d'information doivent être interconnectés. On ne peut pas vivre dans des silos départementaux ou des silos locaux. La sécurité, c'est de pouvoir s'aider les uns les autres. Et ça, c'est une leçon majeure. On a absorbé une grande partie des appels de l'Oise et une grande partie des appels du Pas-de-Calais. Ce que je voulais échanger avec vous aussi, c'était la notion de territoire. Alors nous, dans le monde de la santé, on est sur des modèles malheureusement encore assez verticaux. Alors je ne vous ferai pas le coup de mon service, mais mon hôpital. Je résous des problèmes dans mon hôpital, mon CHU. Après, ça a été un petit peu plus loin. On est maintenant sur les groupements hospitaliers de territoire, ce qu'on appelle les GHT, qui sont un ensemble d'hôpitaux. C'est quoi un GHT? Alors j'espère que parmi vous, il y en a quelques-uns qui passent régulièrement là en vacances dans le Nord, mais Douai, par exemple, est en GHT avec Somain, ce qui veut strictement rien dire. Arras est en GHT avec Bapaume, ce qui veut strictement rien dire. C'est des tout petits ensembles. Le CHU de Lille est en GHT avec l'ensemble de la métropole lilloise, qui représente 11 hôpitaux plus un CHU. On est déjà sur une dimension autre. Donc cette notion administrative qui nous était imposée par la loi hospitalière, qu'on appelle HPST, n'avait pas de sens en situation de crise. Donc on a inventé autre chose qui est le territoire. Le territoire opérationnel en termes de santé, et on travaillait en termes de territoire. Et c'était majeur, avec des coordinations territoriales de santé, ce qui nous a permis, par exemple, de pouvoir ensemble définir une offre de proximité en réanimation, ce qui, vous le savez, était une de nos difficultés majeures. On est donc sorti très vite du carcan, et on n'a pas eu besoin de demander d'autorisation. Et ça, c'est quand même bien, qu'à certains moments, on n'est pas obligé de demander d'autorisation. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais qu'est-ce que c'était bien. Alors après, il a fallu aller chercher ces patients, et ça, c'était un peu compliqué aussi. Il a fallu les hospitaliser. Je ne vous ferai pas, bien sûr, état de nos difficultés en réanimation, mais voilà, je vais revenir un tout petit peu sur cette diapositive, parce que ça a été quand même le règne du plan B. C'est qu'à un moment, quand même, bon, bien sûr, on n'avait plus de masques. Bien sûr, on n'avait plus de quoi habiller nos soignants. Bien sûr, on n'avait plus de couvre-chaussures. Et vous savez, on est entre professionnels. À un moment, on n'avait quasi plus de médicaments. Parce que ces patients en réanimation sont des très très hauts consommateurs de produits comme des sédatifs, des anesthésiants, des analgésiques, très hauts consommateurs. Une crise qui dure dans le temps, beaucoup de patients. Et on avait peut-être à un moment donné cette crainte de se dire, il n'y a rien de pire pour nous, hein. On ne va pas arriver à les soigner. Et ça a été une crise terrible. Et tous les soirs, il y avait une cellule de crise qui était en fin de compte chargé d'essayer de trouver une solution pour le lendemain. Et ça, c'est totalement épuisant. Ce que je retire également, là, mais on ne va pas rentrer dans un débat politique, c'est l'extrême dépendance qu'on a eue avec des pays tiers pour des produits pharmaceutiques. Et ça, c'est probablement une leçon majeure. Voilà. La solution est probablement pas nationale, mais elle est obligatoirement européenne. Il faut qu'on retrouve une indépendance européenne de sécurité sanitaire face à ces crises dans le cadre de la production de produits pharmaceutiques. Alors des petits moments savoureux, là, vous voyez, la solidarité, elle est intéressante. Là, à la fois, alors pour ceux qui connaissent Lille, l'une des grandes spécialités de Lille, c'est le merveilleux, un gâteau absolument fantastique que je vous recommande. Bon, ils sont arrivés par camion entier, les merveilleux, pour le personnel de l'hôpital. Mais attention, ça c'est la première vague. On a pris quelques kilos. Rapidement, on les a perdus. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler ce qui s'est passé dans la dernière vague, parce qu'on est passé, avec d'autres, bien entendu, hein, d'autres acteurs de l'urgence, les pompiers, les ambulanciers, des tas de gens formidables. Mais on est passé du statut de héros à celui de dictateur sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution dans la manière dont on a ressenti quelque part une prise en charge médicale qui n'a foncièrement pas changé, qui nous a impressionnés sur le plan social. Là, on était des héros. Ça, ce sont nos amis, vous voyez là sur la diapositive de droite, nos amis policiers qui sont venus spontanément nous apporter des masques parce qu'ils estimaient qu'on en aurait plus besoin d'eux. Là, ça a été des grands moments aussi. Dans le Nord, on a des habitudes, il y a des couturières. Et là, il y a des tas de gens qui ont ressorti comme ça leur machine à coudre et qui sont auto-organisées entre elles pour des associations de couturières, et vous le voyez, pour nous fabriquer
des couvre-blouses, la solidarité est un moment particulièrement important. Bon, il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Je vous ai montré des photos de première vague. Entre les deux, vous avez eu les vacances. Mais les vacances, donc je suis sur les vacances 2020, tout le monde était persuadé que ça allait mieux. On a eu un confinement citoyen, première vague. On a eu un déconfinement qu'on a raté, il faut être très clair. Et ça, c'est le début de la deuxième vague. Et en fin de compte, la deuxième vague, elle a été pire que la première. La troisième, elle a été pire que la deuxième. La quatrième, on est passé à travers. C'est vrai que la quatrième qui s'est passée cet été, elle a été facilement absorbée par l'hôpital. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous vaccinés et qu'il faut bien entendu encourager la vaccination, encourager les rappels et pousser tout le monde à se faire vacciner contre la grippe, parce que c'est une petite parenthèse. Nous n'aurons pas les moyens d'absorber une épidémie de grippe et une résurgence de l'épidémie de Covid. Donc il faut faire la promotion de cette vaccination. C'était compliqué. Et là, vous voyez, on a vécu des choses sincèrement que j'imaginais pas. Ça fait un bout de temps que je suis sur le marché de l'urgence. Et en gros, ça fait 45 ans. J'imaginais pas qu'un jour, je serais amené à organiser des avions sanitaires pour transférer des patients en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, mais en Belgique, pas en avion, hein, on a réussi à y aller par la route, on est des gens du Nord, mais en Allemagne, organisé, et puis en Aquitaine aussi, hein, Solidarité nationale, parce que nous n'étions plus en mesure de prendre en charge nos patients dans les Hauts-de-France, qui a été une des régions les plus impactées. Je n'aurais jamais imaginé ça. Et là, on s'est confronté à d'autres difficultés qu'on n'avait pas envisagées. C'est formidable, on va mettre des avions, on a des équipes de réanimateurs fantastiques, on va pouvoir le faire, on sait faire sur le plan technique. On n'a pas imaginé l'impact que ça avait sur les familles et le refus des familles de voir un des leurs transféré parfois à 300, 400, 500 km. Ça a été un souci majeur. Tout ça, il faut qu'on l'analyse. On a fait des trucs incroyables. Là, vous avez, c'est juste une petite photo. C'est des premières, ça, et on peut en être fier au niveau national. Hein. On a équipé des Airbus pour aller chercher des patients en Guadeloupe, en Martinique, et les ramener en France, mais des malades en France. On les ramenait en métropole, des malades très très lourds, en assistance circulatoire. On a même été chercher des patients du côté de pas de la Nouvelle-Calédonie, si, en Nouvelle-Calédonie, et ça, à Papeete, en Polynésie, et ça n'a pas été simple. Alors je voudrais juste terminer là-dessus, parce que bien entendu, c'est une ouverture de discussion. Moi, je suis persuadé, bien entendu, qu'on y arrivera peut-être au bout de cette épidémie, pandémie, mais qu'il faut qu'on y arrive si on a une solidarité qui est planétaire. Et tant qu'il y aura des inégalités d'accès au vaccin, la crise, malheureusement, ne verra pas son terme. Et puis, je suis obligé de terminer par ça. Alors, on parle de Retex. On a longuement échangé avec Madame Garandel, avec Anne Guida, qui est une de mes collègues, qui est ici dans la salle et qui est en charge de la gestion du risque au CHU de Lille. C'est quand faire le Retex ? Rappelez-vous ma première diapositive. Ça dure dans le temps et on ne sait pas quand se termine. Et quand est-ce qu'on fait ce Retex ? Et moi, par exemple, je me suis à un moment donné opposé avec la gouvernance de mon hôpital en disant il est beaucoup trop tôt pour faire un Retex. C'était à la fin de la première vague. Bah écoutez, maintenant, sincèrement, je pense que j'ai pas eu tort. Mais est-ce que c'est aujourd'hui, il ne faut pas faire de Retex ? Non. Je crois que tout ce que je viens de vous présenter mérite absolument d'être analysé, d'être valorisé. Et il faut partir probablement sur un principe de Retex intermédiaire, des étapes de Retex interdisciplinaires. Et puis, la crise ne se termine pas parce que pour nous, à l'hôpital, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. C'est la crise sociale chez nos soignants, qui, comme vous voyez, sont vraiment, sincèrement, fatigués. Nos infirmières, nos aides-soignantes, je ne vous parlerai pas des médecins, nos infirmières, nos aides-soignantes sont vraiment épuisées. Et aujourd'hui, l'hôpital ne vit pas des moments faciles. Voilà, je vous remercie, c'était juste une petite introduction.